Bonjour et bienvenue. On est ici dans le studio à Besançon, le studio de Atos. On va parler aujourd'hui de l'acte européen d'accessibilité. Avec moi, deux invités. C'est un sujet qui est vraiment du moment et une célébration de ce qu'on peut travailler depuis des années dans ce sujet. Moi, je suis John et je suis un homme 50 ans, avec costard bleu. Je suis anglais, bien évidemment. Et ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine d'accessibilité en France. Avec moi, j'ai Alexandra. Merci John. Alexandra Nothnagel, une femme allemande autiste dans sa trentaine avec une robe violette aujourd'hui et un collier avec deux pendentifs de chat, mes deux animaux de soutien en télétravail. Et donc moi, c'est Philippe, je travaille chez Microsoft. Je suis un homme d'un peu plus de 50 ans. Je pense que je dois battre John sur cet aspect-là. Je porte des lunettes et je suis dysorthographe. Merci Philippe. En fait, je monte toujours sur mon âge. C'est une directive qui vise à améliorer le fonctionnement, surtout dans le marché européen. Et c'est un des sujets dont on va parler aujourd'hui, c'est ce changement. Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment de nouveau dans cet acte législatif, Alexandra, par rapport aux actes précédents? Merci John pour cette question. La première directive européenne de 2016, qui se base sur un référentiel européen, le EN 301-549, elle était notamment appliquée pour le secteur public. Donc là, la nouveauté pour l'acte législatif européen de 2019, c'est qu'il s'applique au secteur privé. À partir, pour toutes les entreprises, à partir de 10 employés et des chiffres d'affaires de plus que 2 millions d'euros. Donc c'est notamment ça qui change, que le périmètre il est beaucoup plus large pour que les produits et services soient accessibles à tous et toutes sur le marché européen, aussi de produits par le secteur privé. D'accord. On travaille tous les trois dans le domaine depuis pas mal de temps. Oui. Philippe, comment on est arrivé là et qu'est-ce que vous voyez en termes de trajectoire du côté de votre entreprise Microsoft et aussi pour le domaine en France et en Europe? Alors, je pense qu'on en est là. Au départ, je pense que l'accessibilité est partie des États-Unis de par simplement le système en fait, avec les avocats qui attaquent les entreprises et qui trouvent finalement des clients insatisfaits du fonctionnement avec une entreprise. Et donc, forcément, les entreprises, à force de payer des amendes parce qu'elles ne respectaient pas finalement le droit, notamment des personnes en situation de handicap, elles en ont eu marre et ont commencé à travailler ce sujet d'accessibilité et d'accessibilité numérique. On a vu arriver en Europe, dans un certain nombre de pays, des réglementations locales. En France, par exemple, on a le RG2A, qui est une réglementation locale qui s'appliquait au départ aux administrations et à toutes les très grandes entreprises. L'intérêt, en fait, de le faire au niveau européen, c'est que ça permet d'harmoniser un petit peu au niveau de tous les pays européens, d'avoir finalement un système commun d'évaluation, un système qui oblige aussi les grandes entreprises, mais aussi les plus petites, à s'intéresser aux personnes en situation de handicap. Donc je pense que ça, c'est intéressant. Et ça oblige aussi les États membres, finalement, à se déclarer sur leur volonté, finalement, d'aller sur le sujet et de mettre en place les éléments nécessaires pour que ça soit réellement déployé dans les pays. Merci. Je suis sûr que ce qui intéresse nos spectateurs, c'est ce genre d'évolution. Et vous avez parlé du RG2A, qui est la législation en France. Et l'évolution de la loi en France est un bon exemple des choses qui deviennent plus en plus ciblant vers le marché entier. Et c'est la même chose qu'on voit avec cette nouvelle directive. Il ne faut pas penser que l'accessibilité date d'hier ou même d'il y a 1 an ou 2 ans. Comme vous savez tous, en e-accessibilité 2023 en Suisse, vous êtes tous là déjà, vous êtes des connaisseurs du sujet, donc on ne vous dit pas grand-chose nouveau sur ce coup-là. Mais il faut toujours réfléchir à cette bataille entre guillemets, entre les technologies
et les personnes, les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'utiliser ces technologies. Et les technologies ne sont pas toujours bien faites pour toutes ces populations. Et la partie de la législation dans cette dynamique, c'est la législation est là pour soutenir les standards. Les standards, souvent, sont d'abord, parce que les standards WCAG, etc., ont été publiés avant les lois qui les concernent. Mais c'est les lois qui vraiment poussent ça dans un milieu plus large, et notamment donc cet acte européen d'accessibilité, qui va avoir un grand effet sur pas juste les entreprises en Europe, mais les entreprises ailleurs. Alors, on sait que vous êtes là surtout pour savoir quelques détails de cet acte. Donc, quelles sont les dates clés? On a déjà parlé de 2016 parce qu'en 2016, on avait les directives européennes précédentes qui marquaient juste pour les entités publiques, secteur public. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour cet acte en termes des dates clés? Je crois que c'était déjà publié il y a quelques années. Philippe, oui, c'était 2019, effectivement. En 2019, il y a eu la publication initiale de l'acte, avec aussi en 2022 une date importante à retenir sur la mise en place dans les pays, finalement, des éléments nécessaires, comment ça va s'appliquer finalement dans les pays. Et juin 2025, qui est une date butoir dans lequel il faut que tous les pays soient engagés en fait dans cette réglementation. C'est-à-dire les entreprises, c'est pas demain qu'elles doivent s'engager sur le sujet, c'était hier en définitive. Donc je pense que ça c'est important parce que on voit quand même l'évolution des différentes entreprises. Je travaille avec beaucoup d'entreprises comme Atos le fait d'ailleurs, et on voit très bien que les entreprises commencent à s'intéresser au sujet, font beaucoup de sensibilisation sur le sujet, commencent à former leurs développeurs aussi. Donc il y a une vraie prise en compte. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette loi, c'est le fait que ça va forcer aussi les entreprises, pas simplement à se rendre accessibles en interne, parce qu'elles ont toutes des employés, notamment en situation de handicap, pour lesquels elles doivent fournir un système inclusif, elles doivent fournir des adaptations, mais elles vont commencer à réfléchir sur tous les produits et les services qu'elles vont créer, en définitive, ou qu'elles créent, donc finalement au service de leurs propres clients. Et c'est ça qui est important. Ça débouche vers une réflexion autour de la notion de conception universelle. Donc, en fait, la législation va obliger les entreprises à se dire, OK, on va centrer notre approche sur les utilisateurs qui rencontrent des difficultés à utiliser nos produits et nos services, et on va essayer de solutionner ces problèmes-là. Donc, on est dans cette démarche universelle. OK. Donc, en fait, on est déjà en plein milieu de cet exercice. C'est pas pour demain, c'est vraiment déjà publié. Alexandra, une question pour vous. Si on peut parler très franchement, la situation actuelle, est-ce qu'on dirait que les entreprises ont déjà suivi cet acte, qui sont déjà préparés? Quelle est votre opinion sur la situation actuelle en vrai? D'accord, merci. Oui, donc comme responsable du coup, de programme d'accessibilité au niveau global, c'est vrai que on s'aperçoit que oui, les entreprises, ils ont commencé, mais il manque encore un certain changement de mindset. Donc c'est vrai qu'il faut comprendre que c'est pour tout le monde au niveau global déjà. Donc cette transformation, elle concerne les entreprises en Europe aussi bien que les entreprises hors Europe qui souhaitent bien vendre leurs produits et services en Europe à partir de juin 2025. Donc ça, c'est déjà une des choses. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est une prise de connaissance et de sensibilisation de toute responsable dans une chaîne de production, en fait, du commercial vers des équipes du coup, de chefs de projet, des développeurs. En fait, tout le monde est concerné. Et du coup, ce changement de prise de connaissance d'une autre façon de travailler vers une accessibilité universelle, standardisée, harmonisée sur le marché européen, c'est quelque chose qui est en cours. C'est une grande transformation, comme chaque projet de changement. Ça dure un peu pour que chacune et chacun comprend par rapport à son rôle, qu'est-ce qu'il faut changer pour permettre cette mise en place de cette harmonisation. Et là, notamment, en fait, c'est très important. Et je pense qu'on le ressent tous, c'est l'activité des professionnels de formation.
qui deviennent clés pour accélérer vers le succès de l'implémentation d'accessibilité pour réaliser cette directive. Mais pour rebondir sur ce que dit Alexandra, il y a un point qui est aussi assez intéressant, c'est le fait que jusqu'à présent, quand on parle aux entreprises de handicap, la plupart du temps, ils disent c'est une problématique RH, c'est une problématique éventuellement informatique, parce qu'on doit répondre aux besoins de la mission handicap. Donc ça, c'est ce qu'on rencontre assez facilement au quotidien. Le fait d'avoir une législation, déjà, ça met le service juridique dans la boucle, et puis ça met aussi la direction de l'entreprise sur le sujet, puisque quelque part, ça élargit énormément le spectre, en fait, le scope des personnes qui sont visées. Et effectivement, comme le dit Alexandra, la formation derrière, du coup, doit forcément arriver pour former à la fois les gens qui conçoivent les produits et les services, donc chefs de projet, les gens qui délivrent les solutions, mais c'est aussi de s'assurer que dans l'entreprise, on a des gens qui vont tester les solutions et qui vont s'apercevoir des difficultés rencontrées par différents types de handicaps. Donc ça permet aussi peut-être d'offrir des opportunités à des personnes en situation de handicap pour venir renforcer les entreprises et leur offrir cette opportunité de créer de meilleurs produits, de meilleurs services. Merci. Donc, si je résume jusque-là, on a un acte qui rend plus large la directive de 2016 et ça va se rattacher aux entreprises privées. Et c'est en juin 2025 que tout va vraiment être bouclé. Et là, on est en presque 2024 maintenant. Et donc, c'est vraiment le moment pour les grandes entreprises de commencer, s'ils n'ont pas encore commencé. Alors, on ne parle pas de nous, mais il y a certaines personnes pour lesquelles c'est un sujet toujours un peu neuf. Maintenant, c'est le moment, on dirait, d'aller vers là. Et donc, vous avez donné des deux bons exemples de la formation et aussi de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui est vraiment la solution que, personnellement, je préfère, dans le sens que cette embauche, ça crée un troisième axe, et c'est la diversité dans les entreprises. C'est vraiment un point fort pour la profitabilité, en fait, parce que le plus qu'on a des différents utilisateurs qui travaillent pour une entreprise, le plus on peut cibler les différentes parties du marché. Le marché, vous avez déjà parlé des entreprises étrangères qui veulent vendre en Europe. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas juste des logiciels dont on parle, en fait. N'est-ce pas, Philippe? Je pense qu'on parle aussi des produits de toutes sortes. Alors, c'est tous les produits et tous les services, donc c'est beaucoup plus large. Jusqu'à présent, effectivement, les contraintes de différents pays d'Europe étaient des contraintes qui étaient très ciblées sur notamment les sites Internet, ou vraiment assez restreints, ou les applications pour les éditeurs de logiciels, par exemple. Il y avait des obligations de déclaration en termes de respect des normes qui avaient été mises en place. Là, on va vraiment beaucoup plus loin. Ça va être les produits, les services, les outils de communication, tout ce qui va finalement être utilisé par la population européenne. C'est ça qui est vraiment important dans cet acte. Et donc oui, ça va nettement plus loin. Ça va bouger les lignes sur beaucoup de choses, je pense. D'accord. Et Alexandra, quand on parle vraiment en détail de pour qui on fait ces changements, parce que vous êtes partie de cette démographique vous-même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'effet potentiel de cet acte pour les personnes en situation de handicap et quel type d'handicap, etc. Merci John. Donc, notamment, ce qui est intéressant ici, qu'il n'y a pas de limite par rapport au type de handicap. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout type de besoin qui diffère en fait de ce qui était avant considéré standard. Donc, c'est aussi bien pour des besoins visuels, pour des besoins auditifs, pour des besoins de diminution, par exemple, de la charge cognitive. Donc, c'est très très large. Le spectre, et ça c'est essentiel parce que ça va permettre aussi une nouvelle façon de participer en fait à la vie au quotidien, à la consommation, avec plus d'autonomie pour une grande partie de la population, donc au moins 17% en France, mais en fait en Europe on considère que c'est quand même 1 sur 5 personnes qui sont concernées par les besoins qui sont couverts donc, par ces changements de produits. Donc
Ouais, c'est pour ça. Et en plus, si on considère ce qu'on dit en anglais le CARP4 effect, ce qu'on a bien vu, c'est pas uniquement limiter le bénéfice au groupe des personnes en situation de handicap. On a bien vu que ce type de changement, au final, ça peut bénéficier à tout le monde. Par exemple, les performances, par exemple sur un site web, je viens sur un site web, je veux acheter quelque chose et je l'ai vraiment acheté, j'ai trouvé ce que je voulais avoir. Donc, si tout se passe comme prévu, normalement, pour tout le monde, ça sera plus rapide et plus simple. D'accord. Oui, comme toujours, quand on parle d'accessibilité, à la base, on parle de la qualité. C'est-à-dire, le but de l'Internet dès 1993 environ, c'était vraiment d'avoir une ressource qui était ouverte pour tout le monde. C'était la promesse faite par Tim Berners-Lee et d'autres. Et là, quand on veut achever cette ambition, bien sûr, il faut une certaine qualité. Et sans être trop négatif, ce niveau de qualité a souvent été un peu en dessous de ce qu'il fallait. Donc, quand on parle de l'accessibilité, on parle de qualité, ergonomie, qualité de mise en page, qualité de design, que ce soit des produits ou des interfaces. Et personnellement, je trouve ça très intéressant pour cet acte. C'est vraiment une grande célébration de cette notion qu'on peut faire mieux que juste faire le minimum. On peut aller au-delà, on peut avoir une sorte de conscience qui inclut les personnes qui ne sont pas du même type que nous. On a chacun son individualité, mais on peut voir plus large. Oui, mais je voulais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en définitive, on sait pertinemment que, en définitive, quand on ne travaille pas, quand on n'a pas d'emploi, on a du mal à s'intégrer dans la société. Donc là, aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a une large partie de la population qui se retrouve avec des difficultés pour trouver un emploi, et qui donc, ça enchaîne un certain nombre de difficultés. Puis je voulais rebondir aussi sur le côté opportunité pour les entreprises, parce qu'en définitive, c'est pas simplement pour se dire on va faire bien, comme on a pu le faire. C'est pas que la marque employeur, on va dire, qu'on va cibler à travers ce type de loi. C'est faire mieux, considérer toute la population dans les potentiels utilisateurs, les potentiels acheteurs des solutions des entreprises. Donc c'est un marché plus important. Si Alexandra citait la partie web, globalement, je suis en situation de handicap, je vais sur un site web, le site web n'est pas accessible, je ne suis pas consommateur puisque je ne pourrai jamais acheter. Et ça, c'est vrai de tous les produits, de tous les services qui sont créés. Et donc, à un moment donné, c'est aussi un potentiel, c'est aussi un marché très, très important, l'accessibilité pour les entreprises. Alexandra ? Oui, donc merci d'avoir parlé des opportunités. Donc, si du coup on réussit d'embaucher plus de personnes en situation de handicap, donc là pour les entreprises, il y a une autre opportunité aussi. Et ça, c'est en fait le pouvoir d'innovation des personnes en situation de handicap, parce qu'en fait, les difficultés et les barrières, ils sont des leviers d'innovation, des nouvelles solutions. Donc c'est bien d'avoir les standards, mais là on est dans une phase de transformation très importante. Les standards, ils ne disent pas tout. Donc avec cette diversité, du coup, d'avoir plus de choses accessibles en entreprise, de pouvoir plus embaucher des personnes en situation de handicap, ça nous permettra aussi de plus innover. Et chez Atos, ça fait déjà deux ans qu'on utilise donc, ce pouvoir d'innovation pour faire des compétitions des personnes en situation de handicap et leur écosystème, en fait, pour trouver des nouvelles solutions sur l'accessibilité qui répondent aux standards d'un côté, mais bien sûr qui aussi trouvent des nouvelles solutions pour rendre accessible, comme tu disais bien, John, au début, au-delà de ce qui est le minimum nécessaire. Parce qu'on a une très grande opportunité ici de transformer en fait notre société à travers de nos produits et services pour une meilleure participation de tout le monde. Et c'est a priori, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est une très belle opportunité donnée par une directive qui nous force de travailler ensemble. Merci. On parle de l'acte législatif européen d'accessibilité. On a parlé jusque-là beaucoup de carottes, des choses positives. Alors, il y a quand même des baguettes dans le panier. Hein. Très brièvement, et on s'adresse à ça juste pour clôturer, parce que, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est vraiment une célébration. Il faut être positif sur cette démarche. Et je crois que c'est la seule manière de le faire. Par contre, pour les entreprises qui veulent vendre en Europe,
que ce soit des interfaces, des logiciels, des produits, il faut être conforme avec cet acte et les standards que l'acte va éventuellement incorporer, parce qu'il y a un peu de questions. Qu'est-ce que ça va être juste le directive actuel? Est-ce que c'est le WCAG, prochaine version? C'est un sujet qui est toujours en cours. Par contre, peu importe, on n'a pas besoin d'attendre ça pour travailler l'accessibilité. Tout travail sur l'accessibilité est authentique et nécessaire. Et comme dit Alexandra, les différents standards eux-mêmes ne sont pas le but. Le but, c'est vraiment les personnes. Excusez-moi. Et donc, les baguettes, ils vont quand même être mises en place dans 2025. Donc, on vous incite, je pense tous, de ne pas trop tarder et d'appeler tout de suite les personnes qui peuvent vous aider pour cette démarche. Dernier mot pour cette intervention. D'abord Philippe et après Alexandra. Oui, moi je rêve effectivement que les entreprises se dirigent tous vers ces objectifs de rendre plus accessibles leurs produits, leurs services, pour créer tout simplement un monde plus inclusif. On peut que réussir ensemble. Donc le message ici, c'est pas une transformation qui se fait tout seul. Donc c'est tout l'écosystème de nos partenaires, de nos clients qui le demandent, et aussi en fait, de tous les fournisseurs. Donc tous ensemble, on peut réussir cette transformation. Donc à vos marches pour l'acte européen de l'accessibilité. Merci à vous deux. Merci John. Merci tout le monde. N'oubliez pas, c'est maintenant, c'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Comme ça, on sera tous prêts pour juin 2025 où l'European Act of Accessibility sera mis en rigueur de façon officielle. Officielle et dure. Au revoir. Au revoir.